Mais si vous voulez aller péter des millions, les gars, moi ce que je conseille, c'est de Qu'est-ce qui revient à toi, Tony? Le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Salut les gars, c'est Givenchy et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une marque e-commerce qui génère jusqu'à 1 million de dollars par mois. Cette vidéo, j'ai voulu la faire parce qu'en fait, j'ai parlé avec pas mal de personnes et une question qui revenait souvent, c'était un peu c'est quoi la différence entre un mec qui fait 10K day, donc 300 000 dollars de chiffre d'affaires par mois, et un mec qui fait 1 million de dollars par mois. Et il y a plusieurs explications, mais la première, c'est dans la tête, les gars. Et en fait, j'ai voulu faire cette vidéo et j'ai voulu la décomposer en 3 parties. La première, où je vais vous expliquer moi, en fait, comment je réfléchis et les barrières que je me suis pété pour arriver à faire ces chiffres-là, parce qu'à l'époque, j'étais bloqué comme vous. Une autre partie où de manière très condensée, je vais vous montrer de manière opérationnelle comment je trouve un produit, comment moi je fais selon ma méthode, comment je brande tout ça pour créer une marque avec toujours une vision long terme de créer une marque, comment je teste, comment je scale et ensuite ce que je mets en place dans un second temps pour arriver à ces chiffres-là. Parce que les gars, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, on fait tous la même chose. Que ce soit un mec qui fasse du drop classique, une marque, une semi-marque, c'est à peu près la même chose. La différence, elle se fait vraiment quand vous cherchez le type de produit. Il y a des gens qui vont préférer telle niche ou telle niche, il y a des gens qui vont préférer tel produit ou tel produit. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je vais vous montrer moi ma vision et comment je fais. Mais le truc, c'est que finalement, à la base, tout le monde fait plus ou moins la même chose. La différence, elle est où? La différence, c'est qu'il y en a, quand ils cherchent un produit et quand ils veulent créer une boutique, ils pensent directement long terme et donc marque, c'est-à-dire bon produit ou du moins un produit de base qu'ils vont améliorer. Alors que quelqu'un qui va faire du mass testing, il va se dire moi, le produit, je m'en fiche un peu. Je vais tester. Je vais envoyer des créas sur vraiment les produits qui fonctionnent et je vais scaler. Et c'est un peu du jetable. En fait, la différence à la base, elle est juste là. C'est vraiment dans la tête et vous, ce que vous avez envie de faire en fait. Ça peut être OK de travailler comme ça. Moi, je l'ai fait par le passé, mais j'ai eu envie de créer des choses. Donc, j'ai eu une première marque et après, j'en ai créé d'autres et toujours avec la même vision. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réfléchis et comment je trouve des produits avec 2 méthodes différentes. La première, avec des outils de spy comme TrendTrack et une autre méthode un peu plus approfondie où je vais partir d'une problématique et je vais aller étudier le marché et voir les produits que je peux proposer. Et aujourd'hui, on a des marques qui ont été trouvées à l'aide de ces 2 types de recherche et ça, je vais vous le montrer dans un blueprint, si je puis dire, de 0 à 1 million par mois en e-commerce. Et en fait, là, dernièrement, j'ai encore parlé avec un mec et il me disait mais pourquoi il y a des mecs qui sont bloqués à 5K day et pourquoi il y a des mecs qui font 30, 50 ou 100K day? Mais les gars, ça c'est dans la tête. Je vous assure, c'est dans la tête. Comme je vous ai dit, à la base, on fait tous la même chose. C'est juste qu'à un moment donné, chacun a ses envies, chacun a ses ambitions et aussi chacun a ses barrières. Donc moi, je vais vous expliquer comment je fais pour trouver des produits, la vision que j'ai et aussi les barrières que j'ai cassées pour en arriver là. Et finalement, la différence entre un dropshipper de base et quelqu'un qui essaie de créer une marque, c'est vraiment l'état d'esprit, l'envie, l'ambition de créer un projet. Certains appellent ça le why, certains appellent ça la vision, mais c'est vraiment ça la différence. Et en même temps, il y a des gens qui peuvent commencer par du drop, tester beaucoup de produits, trouver un produit et finalement se dire ah ouais, ce produit il est bien, je vais l'améliorer, je vais capitaliser dessus et je vais créer une marque autour de ce produit. Ça peut se faire comme certains qui ont des sites de niche où ils ont des produits de la même niche et du même type. Et bien ces gens-là, ils peuvent très bien capitaliser et créer une marque sur leurs produits phares. Donc ça, c'est vraiment dans la tête. Et la différence vraiment, si je dois la résumer de manière binaire, la différence entre un dropshipper et un mec qui a une marque, c'est que le dropshipper, il veut faire un hold-up et du cash rapide et le mec qui a de la marque, il veut faire du cash bien entendu, mais il a la vision long terme. C'est vraiment ça la différence de manière très simple. Et vraiment ce que j'ai remarqué les gars, c'est que la principale erreur que 90% des personnes qui veulent lancer une marque e-commerce et notamment aux États-Unis font, c'est qu'ils analysent très mal le marché et la concurrence. Okay? Ils vont copier bêtement, ils ne vont pas essayer de réfléchir pour quel avatar c'est, pour quelle cible c'est, pour quel marché. Okay? Ils vont trouver un produit, ils vont le dupliquer et ils vont juste le copier sans se poser de questions. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors oui, ça peut marcher, mais ça, c'est un peu de la loterie. Et même quand tu trouves un produit et que tu fais du copier-coller, parce qu'il ne faut pas se mentir, ici, il n'y a personne qui réinvente la roue. Mais il y a quand même un minimum de travail à faire parce que des fois, c'est très simple. Tu vas trouver un produit A, ok, et ce produit finalement, admettons, c'est un produit pour les animaux. Ce produit, il va être marketé pour les chiens, mais en même temps, ce produit il peut être vendu pour des gens qui ont des chats.
Et bien toi, tu as juste à réfléchir. Aujourd'hui, en plus, il y a l'IA qui peut t'aider et c'est hyper facile. Et en fait, tu vas utiliser des méthodes pour dire, OK, moi, je vais le marketer pour les chats, je vais le marketer pour un avatar de personne. Donc, par exemple, Martine, 50 ans, qui a des chats. Et tu vas aller lui vendre ce produit pour elle. Alors que ton concurrent, il a été voir un autre avatar qui a potentiellement des chiens et tout le site, tout le branding a été fait autour de ça. Et ça, en fait, si vous ne réfléchissez pas à un moment donné, vous ne pouvez pas le faire et vous allez copier bêtement, vous allez dire « ouais, ce produit il est nul, c'est mauvais, ça ne marche pas ». Non. Donc vraiment, la principale erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils n'analysent pas assez le marché, ils n'analysent pas assez la concurrence et aussi au niveau du produit, ils se creusent pas du tout les ménages de se dire ok, je peux potentiellement l'améliorer de manière rapide ou faire un packaging ou améliorer une feature de manière rapide. On teste rapidement, mais si ça prend, on essaie de personnaliser et de customiser un peu le produit. Et ce n'est pas très compliqué les gars. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire un reboot, un reset, ok, que toutes les barrières mentales que vous avez, je vais essayer de les casser. Tous les biais que vous avez, je vais essayer de les briser pour que vous puissiez voir qu'en fait, c'est juste une question d'état d'esprit, de mindset et de vision et vous expliquer comment faire comme moi pour créer une marque qui va générer $1 million par mois. Donc, on va se retrouver sur le PC et je vais vous montrer étape par étape mon process pour créer une marque comme celle-ci. Les gars, du coup, on se retrouve sur mon PC où je vais vous montrer comment je trouve un produit qui a le potentiel d'aller à 1 million de chiffre d'affaires par mois. Comment je le source ensuite. Je vais vous montrer deux méthodes de recherche, donc avec TrendTrack et une méthode avec l'IA où vous allez voir c'est quelque chose de différent. Je pense que ça va en intéresser certains, notamment ceux qui veulent trouver des produits un peu plus uniques. Comment sourcer ces produits. Ensuite, je ne vais pas vous montrer comment faire un site parce que sinon la vidéo durerait plus longtemps, mais en tout cas, vous montrer le genre de site qui fonctionne et qui convertit et quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ça, par rapport au CRO, etc. Et ensuite, comment je teste, comment je scale. Et une fois qu'on a validé qu'on est en train de scaler, comment on met des équipes en place, des systèmes, à quel moment on met ces équipes et ces systèmes en place justement pour construire une marque et construire tout un écosystème. Donc ça va être court et intense. Donc vous pouvez prendre des notes et je vais tout vous expliquer. Donc sur TrendTrack, moi déjà ce qu'il faut savoir c'est que les produits que j'aime lancer, ce sont des produits qui ont été lancés il y a peu de temps ou qui scalent depuis peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui veulent des produits avec beaucoup de concurrence parce qu'ils se disent « ok, il y a beaucoup de concurrence, donc il y a de la demande et je vais me positionner dessus ». Donc là, en fait, vous allez chercher des marques ou des shops qui sont là depuis longtemps, qui font des très gros chiffres et vous allez vous positionner sur leur niche ou sur une sous-niche avec soit un meilleur produit qui a été modifié ou un produit différent ou bien une meilleure offre. C'est bien parce qu'il y a de la demande, mais le problème c'est que vous allez être confronté à des marques et à des boutiques qui dépensent beaucoup, qui ont beaucoup de data et ça va être compliqué d'aller sur leur terrain. Donc moi personnellement, je préfère aller sur des produits qui sont peut-être moins connus et d'essayer d'aller chercher un peu des produits qui viennent de se lancer. Comme ça en fait, on est early, on arrive assez tôt. Il peut y avoir des gens qui tournent à 10-15 KDI, mais ce n'est pas des gens qui tournent à 50 ou 100 KDI. Et du coup, on va essayer d'aller leur grappiller des parts de marché et là, ça va être plus facile que sur des grosses marques. Donc, c'est comment moi je fais. Et dans un second temps, je vais vous montrer une autre méthode de recherche de produits qui peut être intéressante. Donc, sur TrendTrack, comment faire pour trouver ce type de produit? On va mettre trafic entre 5 000 et 35 000. Pourquoi? Parce que d'après mon expérience, sur des sites à moi, sur des shops à des amis à moi, ce qui se passe, c'est que le trafic qui est annoncé sur les plateformes comme TrendTrack provient de SimilarWeb et SimilarWeb en fait n'est pas à jour et sous-estime le trafic. Donc ce qui se passe en fait, c'est des fois il va y avoir des gens qui ont des trafics qui paraissent faibles mais finalement ils ont 3-4 fois ce trafic et surtout ils sont en train de scaler et en fait vous n'allez pas vous en rendre compte et c'est des gens qui potentiellement ont tapé des 10-15 KDI et arrivent à stabiliser. Donc nous l'idée en fait de faire ça, c'est que vu qu'ils sortent pas forcément de manière très explicite sur cette plateforme, on va aller les trouver. Donc, augmentation du trafic sur un mois, 75%. Pourquoi? Parce que c'est les sites qui ont une augmentation de trafic. Cette donnée, elle est plutôt juste. Okay. Les ads actives, on va mettre 35 minimum. Comme ça, on va avoir des gens qui ont envoyé pas mal d'ads. Tout ça, on ne va pas forcément toucher. Et vu que nous, on vise les marchés principaux, je vais aller chercher sur ces marchés et je vais exclure l'Inde.
Parce que sinon, en fait, vous allez avoir des sites notamment qui sont présents en Inde. Création date, on va mettre 6 mois. Donc là, vous avez les filtres, ça vous pouvez le screen. Et là, on se retrouve avec 53 shops. Donc effectivement, ce n'est pas beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va classer par ads active. Et là, on va avoir plein de shops. Ok. Ce que vous pouvez faire, c'est faire 6 months après un an. Pourquoi un an? Parce qu'un an, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des shops qui ont été lancés qui pendant 6 mois, 7 mois ont été à bas niveau et finalement scale d'un coup. Donc, ça peut être intéressant aussi. Le but, c'est d'aller bidouiller un peu les différents KPI. Et le truc, en fait, qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on veut aller chercher des sites qui sont early. Et pour ça, en fait, vous allez jouer sur la date, vous allez jouer sur le trafic, vous allez jouer sur cette partie-là, peut-être mettre 50, etc. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, si on revient sur nos 6 mois, hop, voilà. Donc là, on va aller voir un peu les shops. Donc là, après, il faut avoir l'œil, voir ce qui vous parle et tout. Par exemple, ça m'a l'air pas mal. Je vais l'ouvrir. On va le faire rapide. Ça, c'est quoi? Phéromone, pas mal. Allez, tac. Donc là, vous voyez, c'est que des courbes comme ça, hein. C'est plat et après, ça monte. C'est vraiment ça. Et là, il y a beaucoup d'ads actives. Là, il y a les monsteries revenus, mais ils sont complètement faussés parce que c'est des sites qui viennent de lancer, vous voyez, il y a très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Quand je vois ça comme ça, 200 pubs, je vous assure que 200 pubs, le mec, il est en train de scaler. Donc là, on va aller là. Et là, vous voyez les courbes comme ça. C'est ça qu'on veut. Là, le mec, il envoie beaucoup d'ads. Ça, c'est des gars, s'il faut, ils ont déjà tapé des 15K day. Là, pareil, vous voyez, tac, 11 000. Là, ils ont envoyé 330 ads, 70, ils ont baissé un peu. Mais vous voyez, c'est pas mal. Donc là, après, recherche classique, vous commencez à regarder. Ce n'est pas une vidéo de recherche produit, mais c'est que vous puissiez comprendre. Donc ça, c'est intéressant. Les produits comme ça, c'est pas mal. Baccarat rouge. Ok, là, il utilise cette image. Bon, ça à voir. Là, il peut y avoir du recurring. Ouais, ça, c'est pas mal. Et celui-là, ça, c'est une bonne offre, les gars. Facile, mais c'est une bonne offre. Le prix est un peu faible, mais c'est une bonne offre. Ok. Bon, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça l'idée. Donc, moi, quand je fais ma recherche produit, c'est ça. Alors, je vais vous montrer dans un second temps comment sourcer, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je veux un produit qui soit lancé il y a peu de temps. Ok. Je veux une marge de x4 minimum au début. Ça, c'est propre à moi. Les coûts publicitaires sont de plus en plus chers. Je veux du x4. Donc, je vais aller chercher des produits à x4. Ensuite, je préfère, moi, pour mon système de testing, avoir des produits avec lesquels je peux faire des créatives statiques. Parce que je vais vous montrer un peu comment j'arrive à faire 20-25 créas statiques en 1 heure et comment j'arrive à envoyer beaucoup de statiques. Donc, c'est vraiment des critères qui sont très importants pour moi. Et si derrière, en plus, c'est des produits sur lesquels je peux avoir du recurring et une grosse LTV, c'est-à-dire la LTV, c'est le budget total que la personne va dépenser chez vous. Et le recurring, c'est des produits consommables qui vont être achetés mois après mois ou sur 2-3 mois, enfin chaque 2-3 mois par vos clients. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça vous permet d'avoir une sécurité. Vous avez un client, vous avez payé une fois pour l'avoir et ensuite, il va dépenser chez vous chaque mois ou chaque 2-3 mois, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une première méthode. Donc en fait, je fais quoi? Je vais sur Traintrack, je cherche, je me fais une liste. Donc je vais faire un tableau. Le tableau, je vais vous le partager sous la vidéo. Et en fait, dans ce tableau, je vais faire différentes colonnes avec le lien du produit, le sourcing, les compétiteurs, les différentes ads. Je vais prendre un peu les différentes tendances, le prix, le coefficient de marge, le ROAS break-even, etc., etc. Et en fait, je vais me faire un tableau et après, je vais me prioriser. Ok? Donc ça, c'est la première méthode de recherche produit. La deuxième méthode, ça va être de discuter avec ChatGPT. Donc pour ça, vous allez aller sur ChatGPT, vous allez le mettre en thinking et vous allez lui écrire quelque chose. Alors, il y a prompt, il y a écrire, etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, les gars, c'est que GPT, si vous écrivez français, si vous formulez des bonnes phrases, vous posez des questions claires, précises et vous ne partez pas dans tous les sens, il va vous donner quelque chose d'intéressant. Donc, nous, on a des prompts en interne qu'on partage dans nos limites, ok? Mais là, je vais vous montrer
de manière très simple. Ça, c'est pas un prompt, c'est quelque chose que j'ai écrit et pour le besoin de la vidéo, j'ai déjà tout préparé. Mais vous voyez, c'est simple. J'aimerais lancer un produit cosmétique sur lequel je peux avoir de la récurrence. Je pense notamment à un problème connu qui est le bouton sur le visage des femmes. Là, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, OK, on va trouver une pain qui est connue, OK, et on va discuter avec GPT justement pour que lui puisse nous dire, OK, ça, c'est un marché qui est intéressant. Il y a cette niche, cette sous-niche qui est intéressante et que lui directement nous donne des idées de produits. Et ensuite, à partir de ça, vous allez essayer de trouver des produits qui existent sur le marché. Donc ça, c'est une méthode de recherche différente, plus traditionnelle sur de la recherche produit et plus à l'ancienne. Mais aujourd'hui, avec l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'aller vous embêter à aller sur TikTok, Reddit, etc., vous allez demander à l'IA de le faire. Ça va mouliner et ensuite, ça va vous sortir toute une trame. Donc, il y a des boutons de règles, des boutons d'acné. J'aimerais que tu me fasses une étude de marché précise. Je souhaite vendre aux USA, mais aussi potentiellement aux UK. Je souhaite que tu me trouves une sous-niche ou que tu me proposes un type de produit pour solutionner ce problème. Va sur Google Trends, va sur Reddit, Amazon, etc. pour analyser les tendances. Il faut qu'il y ait une TAM, donc une taille de marché assez importante pour créer une marque long terme qui puisse générer des millions de dollars de CA par mois parce que c'est notre objectif. Remets-moi un rapport complet avec des idées de produits et de marketing. Donc là, vous voyez, il a réfléchi pendant 3 minutes 44 et là, il nous a sorti une étude de marché complète. Résumé, exécutif, taille de marché, les sous-niches, poussée prémenstruelle, blind pimple, etc., acné du corps, les insights, les signaux e-commerce, Amazon. Donc là, vous voyez, il a vraiment été partout. La concurrence, c'est un truc de fou aujourd'hui l'IA. Et ça, vous l'avez vu, là, je ne suis pas en train de vous vendre un prompt de malade, juste vous discuter et il va vous donner des informations. Donc là, on va passer les réglementations, etc. Et en fait, à la fin, il va vous sortir une roadmap. Bon, c'est à affiner bien sûr. Mais voilà, reco final, choisis la plateforme Cycle Patch comme onglet de marque, naninana, lancez 2 SKU pilotes. Là, il vous propose des produits, phase 2, go to market, etc., etc. Donc là, bien entendu, avec juste ce prompt, vous n'allez pas trouver, mais l'idée, c'est de discuter avec ChatGPT, d'aller voir les infos et en fait, à travers une discussion comme ça, vous allez trouver un produit. Moi, pour votre information, j'ai lancé une marque où j'ai tout fait avec GPT. C'est-à-dire que même à la fin, GPT m'a carrément créé des formules pour mon produit en choisissant les différents matériaux, les différents ingrédients, etc., que j'ai envoyé en demande de prix à des fabricants et j'ai tout fait avec GPT. Donc, ça ne m'a pas pris 3 minutes comme je vous le montre là, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les méthodes de recherche produit qu'il y a, ça va être d'utiliser des outils comme TrendTrack ou bien d'utiliser l'IA. Et même ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé par exemple, OK, ArcGeo, etc., PIH, Fade Micro Darts, etc., vous allez pouvoir taper ces mots-clés et quand vous allez retourner par exemple sur TrendTrack, ici, vous pouvez taper et trouver des shops qui utilisent ce type de produit, quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc 2 méthodes de marché. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour le produit? Il faut retenir un produit à forte marge, minimum x4. Si vous avez x5, c'est bien. Essayez de se positionner soit sur un produit early, soit en faisant une méthode de recherche comme on fait actuellement sur GPT pour vraiment trouver un produit unique et se différencier. Je ne conseille pas forcément ça pour les débutants, sauf potentiellement pour les personnes qui veulent se lancer dans la cosmétique parce que tous les problèmes sont les mêmes et ça va vous permettre un peu d'analyser et de trouver des types de produits qui vont fonctionner. Donc ça peut être intéressant. Je préfère des produits sur lesquels je peux faire des publicités images, des statiques. Pourquoi? Parce qu'on peut générer beaucoup plus de publicité rapidement. C'est plus facile à faire et plus rapide qu'une vidéo. Voilà. Donc ensuite, vous avez trouvé vos produits, vous devez les sourcer. Là, vous avez 3 méthodes. La première méthode, ça va être d'aller sur AliExpress pour voir un peu le produit. Mais sur AliExpress, aujourd'hui, c'est compliqué parce que notamment aux USA, les frais d'expédition ne sont pas forcément bons. Donc, ça peut être faussé. Soit vous avez un agent, nous on en a un, je vais vous mettre le lien en dessous et vous allez le contacter, vous allez lui envoyer les éléments et il va vous faire un prix. Donc, le prix va comprendre le prix du produit négocié directement avec le fabricant, leurs frais de travail, c'est-à-dire les frais d'entreposage, etc., les frais d'expédition par pays. Donc là, vous avez un prix précis. Et si vous êtes sur un produit où vous voulez mettre en concurrence et pas seulement passer par un agent, ou bien si vous avez fait la méthode avec GPT et vous avez trouvé par exemple pour un produit cosmétique un type de produit avec une formule spécifique, vous pouvez faire une demande de devis rapidement sur Alibaba. Et ça, comment faire? Je vais vous montrer de suite. Donc, vous allez aller sur ce site rfq.alibaba.com. OK? Et en fait, ça, c'est un site qui vous permet de faire des demandes de devis. OK? Donc là, vous allez aller ici. Et là, vous allez pouvoir faire une demande de devis. Donc, comment ça se passe? Par exemple, là, vous allez dire « Je veux faire
une demande de RFQ sur Alibaba pour mon produit, le produit 1. Rédige-moi un titre et une annonce en anglais, s'il te plaît. Toujours être poli. Donc là, GPT, ça c'est dans le cas où vous ne savez pas écrire les gars, mais GPT en gros, il va vous créer une annonce directement et en fait, une fois qu'il a généré, vous n'avez plus qu'à copier-coller et vous allez avoir des demandes de devis. Donc on se retrouve sur GPT, là il nous a généré du coup notre annonce. Hop, donc là vous allez mettre ça ici, bon là c'est un peu long. Hop, donc vous allez mettre comme ça, sinon c'est compliqué. Là on va mettre ça et ensuite vous allez copier tout ça. Alors bien entendu, ça ne marche pas aussi simplement. Là, je l'ai fait rapidement pour l'exemple, mais l'idée, c'est vraiment de travailler, d'échanger avec GPT et de mettre les éléments. Par exemple, là, il parle unit price, etc. Bon, il y a bien entendu des choses à modifier et à adapter. Et en fait, vous allez aller là, vous allez tout copier. Hop, là, vous pouvez mettre des photos si vous voulez, le nombre de pièces que vous voulez. Bon, ça dépend. Et après, vous allez faire post request et ensuite, vous allez voir des usines qui vont vous répondre directement, vous allez avoir tous les prix. Donc ça, c'est très simple à faire et ça vous permet d'avoir les prix directement des usines, donc des prix beaucoup mieux que ceux sur AliExpress et aussi souvent mieux que ceux sur Alibaba. Okay, attention, quand vous faites ça, il va y avoir deux types de personnes qui vont vous répondre. Il va y avoir des usines, des fabricants et il va y avoir aussi des dealers, des traders. Ok, donc faites attention parce que les traders ou les dealers, en fait, c'est des gens qui revendent, donc ils prennent une marge et vous n'êtes pas en direct avec eux. C'est-à-dire que même s'il y a des échanges techniques sur le type de produit, les matériaux, etc., c'est pas optimal. Donc faites attention à faire ça. Et en fait, après, sur Alibaba, vous allez avoir du coup chaque fiche de chaque usine, en tout cas de chaque profil, déjà trier juste les fabricants, regardez un peu l'ancienneté, plus c'est ancien, mieux c'est, les avis, les certifications ISO, etc. Et le but, effectivement, c'est de trouver un juste milieu entre la meilleure usine, le meilleur fabricant et celui qui répond le mieux à votre cahier des charges et le prix. Voilà. Mais ça, c'est une méthode de sourcing qui est intéressante. Vous pouvez le faire de manière importante et ça vous permet d'avoir des prix. Et les Chinois, vous savez, ils répondent très très rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, les gars, on a trouvé notre produit. On a trouvé un produit sur lequel on a une marge de x5 par exemple. On a un produit avec lequel on peut faire des statiques. C'est un produit qu'on va lancer aux USA. Donc maintenant, comment on fait? Maintenant, il faut faire un site internet. Ok, donc pour l'exemple, on va aller sur le site internet de Alpha Infuse. Donc ça, c'est un produit qui fonctionne bien. Sur Traintrack, il y en avait un concurrent, vous voyez ici, qui a lancé ce site. Donc on se retrouve sur le site d'Alpha Infuse. Donc c'est quoi un site qui convertit? Un site qui convertit, c'est un site qui déjà au premier regard comme ça, c'est-à-dire sur la première page. Donc là on est sur PC, mais vous pouvez le faire également sur mobile, c'est clean. Vous voyez là, le site il est clean, tout est propre. Donc ça c'est déjà la première impression. Okay, moi je me fie à mon instinct et j'aime bien que la première impression elle soit claire. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ça va être par exemple là des pain points. Donc là vous voyez ils expliquent tout ce qui permet de rassurer pour tous les types de cheveux. Ça fait pas mal, c'est rapide, c'est simple, il n'y a pas d'effet secondaire. Le checkout il est sécurisé, il y a 120 jours de garantie. Là, des petits pictogrammes justement pour montrer très rapidement un coup d'œil ce que ça fait. Au niveau des images produits, tout est bien fait. L'image où on voit directement le produit, on comprend. Une petite tagline qui vous permet très rapidement de dire OK, en 4 semaines, ça va être réglé. Ensuite, un avant-après qui vous explique en détail comment ça fonctionne. Là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Là, il y en a plus. Là, il vous explique. Quelque chose de plus visuel. Là, une photo où ils vont mettre un chiffre justement parce que c'est impactant en disant 90% des gens reportent que ça s'est arrêté en 1 ou 2 semaines. Un petit détail, mois 1, mois 2, mois 3, mois 6. Tac, une garantie et là, juste le produit pour voir. Voyez, mais là, l'ordre comme ça, c'est très bien. Première image avec une tagline rapide. Là, on explique et on montre. Là, idem. On réassure avec
un pourcentage, en tout cas un chiffre qui montre que les résultats sont positifs. Là, il réexplique comment ça fonctionne. Et ensuite ça. Là, vous pouvez ajouter aussi potentiellement un témoignage d'un client, c'est toujours intéressant. Au niveau de l'offre, donc comment faire une marque qui fonctionne? C'est toujours pareil, c'est un bon produit, une bonne offre et des bonnes pubs. D'accord? Donc nous, on part du principe qu'on a trouvé notre produit est bon. Ensuite, il faut avoir une bonne offre et après, on va passer des pubs. La bonne offre, ça va être le packaging global, ça va être le site. Le site, c'est comme votre commerce, comme votre magasin. Le but, c'est de… Donc là, par exemple, au niveau des offres, vous voyez, ils en ont 1 mois, 2 mois, 4 mois. Ils mettent Most Populaire sur le 2 mois, inclut 2 infusions plus 8 sérums, etc., etc. Bon, là, c'est assez classique. Une bonne offre, c'est quoi? C'est si votre marge vous le permet, c'est de faire un BOGO, c'est-à-dire Buy One, Get One. Achète 1, obtiens 1. Achète 2, obtiens 2, etc. Ça, c'est des bonnes offres. Comment faire une bonne offre? C'est simple, les gars. Vous allez analyser tous les sites des concurrents que vous allez trouver pour votre produit, allez voir les gros sites, etc. N'essayez pas de réinventer la roue, mais l'idée, c'est de faire une bonne offre. Et l'idée, si vous allez copier un concurrent, c'est de faire une meilleure offre que lui. L'offre, ce n'est pas seulement le prix, ça peut être le prix, mais ça peut être un cadeau en plus offert. Ça peut être, comme ici, vous voyez, ils augmentent les sérums et ils baissent le prix. Bon, ça, c'est très classique. Ça peut être un BOGO, ça peut être un e-book. Enfin, il y a pas mal de choses, mais il faut à tout prix faire une bonne offre. C'est très important. Un beau site et une bonne offre, en partant du principe que le produit est bon. Du free gifting, comme je vous ai dit, vous voyez là il y a un petit e-book, free shipping, etc. Ok, de la réassurance, bon ça c'est ok. Là la petite section comme ça, un peu testimonial. Là un peu de rassurance. Ça a été présenté dans différents magazines. Résultat après 30 jours. Donc là une petite séquence vidéo qui montre ok ça fonctionne. 1 week, 10 week. Donc là vous voyez la différence. Comment ça marche. Bon, il y a pas mal de sections là, foire aux questions et je suppose les avis. Là, ils ont mis ça et là, vous avez tous les avis. Voilà. Bon, je ferai une vidéo prochaine pour vous montrer qu'est-ce que j'aime bien mettre sur les sites pour vraiment créer un site qui convertit. Mais ça, typiquement, je sais, c'est un site qui convertit. Vous arrivez, c'est clean. Il y a toutes les bases du CRO. Vous arrivez ici, tout est bien. En un coup d'œil, on comprend la promesse, les bullet points, tous les petits pictos, les offres sont claires, nettes et précises. On descend, tout est clair, etc., etc. Ça, c'est un site qui convertit. Donc là, on a trouvé notre produit. On sait faire un site qui convertit. Et maintenant, comment on fait pour tester? Donc là, les gars, on se retrouve sur GPT. L'idée, c'est que j'ai différents prompts que j'utilise pour générer très, très rapidement des créas statiques pour pouvoir tester, parce que j'adore tester en statique parce que ça permet d'aller vite et d'envoyer un gros volume. Ok? Donc la méthode, c'est quoi? La méthode, c'est vous allez prendre un screen du site de référence. Donc là, j'ai pris un screen du site de Alpha Infuse. Là, ça bug un peu. Vous avez des extensions comme Go Full Page qui vous permet en gros de prendre un screen complet du site internet. Et en fait, à la fin, vous avez un PDF qui vous permet de voir tout le site. Donc ça, en gros, vous allez le mettre dans GPT. Vous allez mettre ce prompt et là, il va travailler. Ok. Le but de ce prompt, c'est quoi? Le but de ce prompt, en fait, qui vous donne des éléments et un prompt derrière qu'on va réutiliser. En fait, il va analyser tout pour vous créer différents documents qu'on va se servir en fait pour créer des publicités, pour l'avatar, pour les croyances, etc., etc. Tu es mon expert de copywriting spécialisé dans le style réponse directe, capable de rédiger des textes à fort. Donc, on lui envoie ce prompt et là, vous voyez, il mouline et il analyse tout par rapport à votre site. Les points forts à conserver, les faiblesses, opportunités, recommandations. Là, en fait, on a un système qu'on partage dans nos limites où en gros, l'idée, c'est quand même de creuser, de réfléchir. Mais en fait, si vous êtes un bourrin, vous avez juste à copier-coller les prompts. Et en fait, à la fin, ça va vous générer des images sans réfléchir. C'est ça qui est incroyable aujourd'hui avec l'IA. Donc là, en gros, vous voyez, il vous explique tout, les offres, garanties, preuves, etc., etc. Il vous sort tout ça. Une fois qu'il vous a sorti ça, il y a 2 documents qu'on lui donne. C'est des documents où on rentre dans le détail pour faire une analyse. Et donc là, on lui dit, je vais t'envoyer 2 documents qui expliquent comment mener une recherche approfondie, un produit afin de rédiger un texte de vente extrêmement convaincant. Merci de les examiner attentivement et de me partager ton analyse et tes observations. Donc là, on lui envoie ça. Là, il continue. Ce que tes documents font très bien, point de départ, limite, etc. Il cartographie, il segmente. Vous voyez, c'est hyper poussé. Donc ensuite, je lui demande que maintenant qu'il maîtrise parfaitement mon produit et mon marché, je veux qu'il me crée un prompt complet qu'on va utiliser en deep research.
justement pour notre produit. Et ça va nous servir à générer différents documents qu'on va donner à l'IA pour pouvoir nous générer des prompts pour faire des créatives statiques. Ok? Donc là, on lui envoie tout ça et là, il m'envoie un prompt. Donc là, le prompt, il est ici. Tac, tac, tac. Donc ce prompt, en fait, il a généré à l'aide de sa recherche. Voilà. Vous voyez, vous avez tout ça. Vous avez tout ce prompt. Et ce prompt, en fait, vous allez le copier ici. Et vous allez passer en Deep Research. Là, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai copié le prompt. Là, il va vous poser quelques questions. Donc, il faut juste y répondre. Veux-tu que la marque soit comparée explicitement? Nanana. Souhaites-tu que je précise certains segments? Non, tu dois équilibrer selon l'échantillon. Pour les verbatims, veux-tu que les sources soient strictement organiques? Tu inclus seulement des sources organiques pour avoir plus de vérité, justement pour aller chercher sur des vrais avis Amazon, etc. et pas des choses qui sont publicitaires et du coup arrangées. Et là, il va lancer la recherche approfondie. Donc là, vous voyez, ça avait duré 12 minutes. Donc c'est très long, c'est pour ça que j'ai tout préparé pour la vidéo. Et là, en fait, il nous sort tout un document qui est une analyse complète. Donc là, c'est un document qui est hyper long, vous voyez. Ce qui est ouf, les gars, c'est que le truc, il fait ça en 12 minutes. À l'époque, les gars, il fallait aller sur Google, il fallait aller chercher partout. C'était vraiment une galère. Là, en fait, il vous sort tout. Vous voyez, il y a tout. C'est une étude de marché, quoi. C'est vraiment abusé. Donc, une fois qu'il a fait ça, là, le but, c'est que à chaque étape, il en apprend encore un peu plus sur votre produit, sur l'avatar, etc., etc. Donc là, on va lui envoyer du coup le template qu'on a créé pour qu'il nous détermine l'avatar. Super boulot, maintenant que tu as correctement terminé, je te demande de compléter ce modèle de fiche avatar. Donc là, il mouline un peu et là, il nous crée tout un avatar. 25-40 ans, majorité de femmes, etc. Hop, vous voyez, toute la fiche avatar. Donc ça, en fait, vous allez le copier et le coller et vous allez créer un document avatar. Ok? Ensuite, ça va être pour la partie offre. Donc pareil, on lui donne un template. Fais-nous le brief de l'offre. Il mouline. Et là, il nous sort différentes idées de produits, les niveaux de connaissances, etc., les UMP potentiels, les mécaniques, etc., etc., des idées de titres, des objections. Vous voyez, vous avez juste à copier-coller, quoi. Ça, tout ça, pareil, une fois qu'il vous a fait le brief de l'offre, vous le copiez et vous créez un document brief de l'offre. Donc à la suite de ça, vous allez copier ce prompt, ok. Et ce prompt, en fait, il va vous servir à avoir un document pour les croyances. Parce que le but quand on fait des publicités et du marketing, c'est que les clients ont des croyances et il faut leur expliquer que leurs croyances s'enfoncent à travers notre marketing. Okay? Donc là, vous allez envoyer tout ce prompt. Là, il va dire voici mon analyse complète, claire, exploitable et tournée conversion. Donc, il vous fait un résumé, etc., etc. Donc, je vous passe pour aller vite. Mais vous voyez, c'est hyper détaillé. Donc, une fois qu'il m'a fait ça, là, je lui envoie du coup l'avatar que j'ai fait, le brief de l'offre, l'analyse fondamentale qu'on a fait au tout début. Et là, je lui dis, maintenant que tu comprends qu'au fond, le marketing consiste simplement à transformer les croyances, je veux que tu me fasses un document avec les 6 principales croyances. Ok, donc là, pareil, vous voyez, là, il a mouliné pendant 4 minutes. Et à la suite de ça, il nous a sorti les 6 principales croyances. Donc ça, vous allez le copier et coller. Et vous allez faire un document avec les 6 principales croyances. Pourquoi? Parce que là, en fait, on a fait une étude complète, une analyse de l'avatar, une analyse de l'offre, une analyse du marché et une analyse des croyances. Et en fait, avec ça, on va pouvoir créer des publicités très, très rapidement. Donc, une fois qu'on a tous ces documents, vous allez mettre l'analyse fondamentale, le brief de l'avatar, le brief de l'offre et les croyances. Et vous allez utiliser ce prompt. Vous êtes un directeur créatif et un expert en génération d'images. Tac, tac, tac. Et le but, en fait, c'est que maintenant que vous avez fait toute votre analyse, vous avez cette conversation avec GPT. C'est votre conversation pour créer des prompts, pour créer des images statiques. D'accord? Donc là, il vous explique tout ça. Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller sur un outil comme TrendTrack par exemple, où vous allez trouver des publicités. Donc là, soit vous allez trouver des publicités des concurrents, c'est mieux au début, soit des publicités de la niche. Et en fait, vous allez envoyer directement des publicités. Ça, c'est une publicité que j'ai récupérée. Et je dis, peux-tu me créer un prompt pour recréer cette image, mais pour ma marque, s'il te plaît. Et là, en fait, il va vous créer un prompt directement ici. Vous voyez? Donc là, je lui demande en anglais parce qu'on est sur le marché américain. Là, pareil. Vous voyez, ça, c'est une créa que j'avais récupérée sur notre marque. Peux-tu me créer ce prompt? Je lui précise en anglais US parce qu'on est sur le marché américain. Et en fait, on fait ça avec tout. Vous voyez? Ça, par exemple, je l'ai récupéré sur un site qui est sur le marché français et je dis fais-moi pareil pour ma brand, etc., etc. Vous voyez? Donc au début, je conseille quand même de le faire sur des sites concurrents ou sur des sites de la niche. Mais bien entendu, vous pouvez le faire avec des big brands, pas forcément les marques de votre niche. Mais effectivement, les prompts, ça reste de l'IA. Les prompts seront mieux si le produit de base
ressemble. Ok. Donc à chaque fois, vous allez avoir les prompts. Ensuite, comment créer des images. Donc vous pouvez les faire avec GPT, mais moi, il y a un outil que j'aime bien, c'est Xfield. Pourquoi? Parce que Xfield, en fait, vous avez tous les modèles de génération d'images et en plus de ça, dedans, vous pouvez mettre des images en queue. C'est-à-dire que vous pouvez générer plusieurs images simultanément. Vous n'êtes pas obligé d'attendre comme avec GPT de générer une image pendant 2 minutes, attendre. Donc là, vous allez aller sur Xfield, par exemple, avec ce prompt. Du coup, les gars, là, on se retrouve sur Xfield. Donc l'idée, c'est de sélectionner le modèle GPT, des images format carré pour Facebook, qualité maximum. Là, vous allez copier du coup le prompt qui a été généré avec GPT et vous allez faire générer. Et là, vous allez voir, on va avoir plein de publicités. Donc, par exemple, on a eu cette publicité, vous voyez, sur l'exemple, on prenait du coup Alpha Infuse qui est notre marque. Il nous a fait directement l'ad. Là, pareil, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure sur GPT. Là, vous voyez, idem. Il a repris, idem. Enfin, vous voyez. Donc, vous voyez là, vous pouvez faire plein d'ads. Après, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des problèmes avec le titre comme ça. Donc, soit vous refaites le prompt, soit au pire, ça, vous la récupérez. Vous allez sur Canva, vous effacez ici et vous refaites un titre. C'est rapide, c'est pas le temps que ça prend, mais en tout cas, tout ça a été bon. Si pareil, il y a un problème par rapport, ça c'est possible avec l'IA, à votre bouteille, bon ben là vous supprimez avec Canva, c'est très rapide et vous mettez ça. Mais en fait, l'idée c'est que vous gagnez quand même du temps. Oui, derrière, il faut retoucher un peu sur Canva, mais je vous assure que moi aujourd'hui, mes équipes, en 1 heure, elles font 20 créatives. Et ça, c'est vraiment banger. Donc voilà. Ensuite aussi, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer des créatives vidéo des concurrents, faire un peu un mix. Ça, je ne vais pas vous raconter comment faire, vous savez comment faire. Vous faites des créas vidéo parce que c'est quand même intéressant. Mais le but, c'est que vu qu'on veut tester des fois des angles différents, des avatars différents, parce que là, ça peut être des personnes de 60 ans, des personnes de 40 ans qui commencent à avoir un peu la calvitie ou ce genre de problème. Et en gros, en vidéo, c'est quand même compliqué, c'est plus lent. Nous, on veut aller vite. Et en fait, pour aller vite, on va faire des créas statiques. Et en fait, avec cette méthode, vous allez pouvoir faire une usine à créas statiques et vous allez pouvoir tester des angles différents, des headlines différents. Et c'est super intéressant. C'est-à-dire que en faisant ça, vous allez pouvoir dire ok, là, je visais les mecs de 35 ans, les mecs de 45, les mecs de 60 ans. Et en 3 heures, vous avez fait 60 créas. Alors que des vidéos, c'est quand même beaucoup plus lent. C'est pour ça que j'aime bien trouver des produits static friendly. Ok? Donc là, les gars, on a trouvé notre produit, on a fait notre site. Là, on a tous les documents qui nous permettent de avoir une étude complète, une analyse complète de notre marché, de nos concurrents et de notre shop. On a fait les créatives et maintenant, quelle est la suite? Eh bien, ça va être de tester. Comment tester? Je vais vous montrer ma méthode. Donc, comment tester aux US ou pas? Parce que la méthode que j'applique, ça peut être en France, worldwide, UK, etc. Donc, comme je vous ai dit, on a fait nos statiques, nos vidéos. Moi, je teste en CBO, broad, $50 par CBO. Pourquoi? Donc, comment je teste? Au niveau de l'audience, je mets le pays et c'est tout. Je ne mets pas d'âge, je ne mets pas d'intérêt, je ne mets pas de sexe parce que Meta, en fait, aujourd'hui, il capte votre créative et il sait à qui l'envoyer. Donc là, vous voyez une CBO, un ad set, toutes les créas. Alors, moi, j'aime bien faire 5 CBO à $50 pour tester. $250 de testing. Si vous êtes tendu en budget, vous pouvez faire différemment. Vous pouvez faire que 3 CBO ou bien si vous voulez, vous pouvez faire qu'une seule CBO à $100 pour tester. Pourquoi j'aime bien faire différentes CBO? J'aime bien faire différentes CBO parce que vu que je fais beaucoup de statiques, si dans la même CBO, je mets mes 20 statiques et mes 3 vidéos, il y a de très fortes chances que Meta dépense sur les vidéos parce qu'il va mettre en avant les vidéos. C'est un format qui est préféré par Meta et par les gens. Mais moi, j'ai déjà scalé à des centaines de milliers de dollars avec des créas statiques. Et les créas statiques, ça permet aussi, comme je vous l'ai dit, de valider des angles, de valider des avatars. Donc, je préfère scinder en fait en différentes CBO, sachant que je vais en couper jour 1 et jour 2 si elles ne sont pas bonnes. Et en fait, l'idée, c'est de trouver des créatives qui fonctionnent. Ok? Donc, moi, c'est 5 CBO. Les statiques, je les sépare dans 4 CBO. Je fais une CBO où je mets les vidéos et je lance. Donc, validation ou non. On laisse tourner 2 jours, on analyse. Si jour 1, il y a vraiment des stats mauvais, on coupe. On fait le tri, on valide des concepts de créa, on valide des angles et on valide l'offre. Ok? Et une fois qu'on a validé ça, on scale. Donc, nous, on va partir du principe que tout s'est bien passé et qu'on scale. Ensuite, comment se passe le scaling? Donc, pour scaler, très important, vous devez avoir validé une offre. Ok? La suite, après le testing, c'est le scaling.
Mais avant de vous expliquer comment je scale, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour scaler, il faut avoir validé les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Il faut que ton offre soit bonne, il faut qu'on ait des créa winners et après, on peut envoyer. Donc, si vous avez appliqué la méthode que je vous ai expliquée, c'est-à-dire faire différentes CBO et garder que celles qui sont rentables, vous pouvez scaler. Donc généralement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez faire par exemple 5 CBO, in fine, vous allez garder 2 CBO parce que les autres, vous les aurez coupés. Et en gros, moi, ce que j'explique quand je commence à scaler, c'est que je vais créer une ABO de testing dans laquelle je vais tester des créatives et je vais scaler en CBO. Donc, comment scaler en CBO? Par exemple, vous avez ces 2 CBO que vous avez depuis le début en testing, que vous avez scalé progressivement. Ce que je vais faire, c'est que généralement, vous en avez une qui est très bien et une autre qui est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que la très bien, je vais la renommer en CBO Scaling. D'accord? Donc, dans celle-ci, il y a un ad set avec les créas et votre créa winners. La seconde CBO, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Je vais dupliquer l'ad set qui est dedans. Je vais le mettre dans ma CBO de Scaling. Comme ça, je garde une CBO et en parallèle, j'aurai une ABO de testing dans laquelle je vais tester des créas. Donc, je vais faire un ad set, une créa, un ad set, une créa, un ad set, une créa. Si j'envoie 20 créas par jour, je vais faire 20 ad sets avec une créa dans chaque ad set. Okay? Et à chaque fois, les gars, je fais tout en broad. D'accord? C'est-à-dire, broad, je mets juste le pays. Si je teste sur différents pays, je mets les différents pays en même temps. Mais même quand je teste mes ABO, mes créas dans l'ABO, c'est ce que je fais. D'accord? Donc la structure à la fin elle est simple, il y a une CBO scaling et une ABO. Par la suite, bien évidemment, il peut y avoir plusieurs CBO et plusieurs ABO parce que vous allez peut-être tester par pays, par région, etc. Mais dans un premier temps, il faut que ce soit simple. Là, vous avez votre CBO de scaling, vous allez l'augmenter de 20 à 25% tous les 2 jours tant qu'elle est rentable. Et si jamais ça baisse légèrement ou ça stabilise, bon, mais au pire, vous ne touchez pas, mais tant que le ROAS est bon, vous scalez. Moi, généralement, si vous voulez, ce que je vise, c'est au moins 20% de marge. Donc, je calcule le ROAS pour avoir 20% de marge et tant que je suis au-dessus, je scale. Quand je suis à peu près la même chose, même 18% de marge, je vais continuer. Et quand ça baisse, là, soit je vais arrêter de toucher pour voir si ça se stabilise ou bien je risque de baisser un peu les budgets si je n'ai pas de nouvelles créa winners. Okay? Donc en fait, le process, c'est quoi? C'est que là, vous avez votre CBO et votre ABO. Okay? Tous les lundis, j'analyse toutes les meilleures créatives qui sont dans la BO. Par exemple, si j'en ai 5-6, je vais créer un nouvel ad set dans ma CBO et je vais mettre toutes ces créas. Comme ça, semaine après semaine, j'alimente ma CBO et le but, c'est de scaler dans ma CBO, d'avoir à un moment donné énormément de créas pour donner plein de possibilités à Meta. Et en 2025, c'est vraiment ce qui fait la diff, c'est d'avoir des créatives qui soient complètement différentes, des images, des vidéos. Dans la CBO, là, pour le coup, une fois que vous avez tout validé, vous pouvez mélanger les différents types, que ce soit des créatives, statiques ou bien des vidéos et c'est donner le maximum de possibilités. Okay? Au niveau de la BO, moi, j'aime bien tester sur des jours normaux. Les mauvais jours, j'aime pas. Par exemple, sur la plupart des marques, le lundi, mardi, c'est pas forcément les bons jours. Donc moi, je teste du mercredi au vendredi ou au samedi et quand je suis en phase de scaling, j'envoie minimum 20 créas par jour. C'est pour ça que juste avant, je vous ai montré le process pour faire plein de créas. Il faut envoyer des créas. Si vous voulez vraiment tuer la concurrence et scaler très très fort, il faut absolument faire ça. Il faut envoyer plein de créas. Comme ça, vous testez énormément de créas dans la BO et vous faites ça. Aussi, gros point important, lorsque vous allez dupliquer les créatives gagnantes qui proviennent de votre campagne ABO, vous allez créer un ad set avec ces créatives dans votre CBO, ne tuez pas vos créas dans la BO. Okay? Il ne faut pas lâcher une branche sans en avoir attrapé une autre. C'est-à-dire qu'il y a trop de mecs qui vont vous dire « Oui, mais si tu la mets dans la CBO et dans la BO, il va y avoir du chevauchement. » C'est des conneries. Effectivement, à l'époque, il y avait ça, mais je vous assure, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que finalement, dans votre CBO, Meta ne dépense pas sur ses créatives. Et si ces créatives, vous les aviez scalées la semaine d'avant dans la BO et qu'elles sont rentables, c'est complètement bête de les arrêter alors même qu'elles ne vont pas spend dans la CBO. Et si demain, par exemple, elle commence à spend dans la CBO et que vraiment, elle prend énormément de budget et elle est rentable, ne vous inquiétez pas, dans votre ABO, la rentabilité va baisser et là, vous aurez juste à couper l'ad set dans lequel se trouve la créative. Donc surtout, ça, gros point important, quand vous scalez, c'est-à-dire quand vous prenez la créative qui est dans la BO, que vous la mettez dans la CBO, ne la coupez pas immédiatement dans la BO. Vous pouvez continuer à scaler même dans la BO dans le cas où elle ne dépense pas dans la CBO. Donc ça, gros point important. Ensuite, il y a une méthode que j'apprécie énormément, c'est le surf scaling. Le surf scaling, c'est quoi? C'est le fait de scaler des campagnes au sein d'une même journée.
Je vous ai dit avant, on scale de 20-25%, c'est-à-dire qu'on augmente les budgets de 20-25% tous les 2 jours. Là, le surf scaling, ça va être sur le même jour, on va doubler les budgets chaque heure ou chaque 2 heures. Pourquoi faire ça? Parce que comme je vous l'ai dit, on est matrixé par les algorithmes, etc. Mais ce sont des humains qui achètent. Et les humains, ils travaillent comme tout le monde. Donc, la semaine, ils dépensent moins. C'est pour ça que le début de semaine est moins bon. Et la fin de semaine, ils dépensent plus. Le source scaling est là, en fait, pour capitaliser sur les meilleurs jours. C'est-à-dire prendre votre bénéfice, faire des gros chiffres et de la belle marge sur les meilleurs jours. Et également pour franchir des paliers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soit de ma propre expérience ou de l'expérience de mes amis, tous ceux qui ont tapé des chiffres énormes et tous ceux qui ont aujourd'hui des grosses marques, ils ont source scalé à un moment donné. Un ami à moi, le week-end dernier, les gars, il était à 500 € de CA, je crois, le vendredi, 900 le samedi, 25 000 le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il a source scalé. C'est-à-dire qu'il a une créative winneuse, c'est bien parti. Il a fait x10, x20, je ne sais même plus combien sur les budgets et il a explosé. Donc déjà, il a fait une journée énorme, il a pris un gros bénéfice. Ça lui a permis également de franchir des paliers. Parce qu'en fait, quand vous montez très haut, après vous redescendez un peu, mais vous avez franchi 3-4 paliers d'un coup. Alors que si vous faites que du scaling 20-25%, oui, vous allez arriver, oui, ça va être plus stable, mais s'il faut, vous allez perdre un momentum. Quand vous avez ce momentum sur la journée que vous scalez et que vous surf-scalez, ça vous permet de profiter de ce momentum et de tuer la concurrence. Donc moi, je vous conseille fortement de faire ça. Après, attention, il y a toute une gestion de trésorerie et j'explique en détail dans nos limites comment surf-scaler, comment faire attention à sa trésorerie, quelles sont les solutions pour gérer sa trésorerie sur des périodes de force scaling. Mais là, je vais vous le montrer de manière très succincte, mais il faut que vous l'ayez en tête. Donc le but, c'est qu'il y a des bons jours et des mauvais jours. On veut capitaliser sur les bons jours pour prendre le bénéfice et pour franchir des paliers. Donc le principe, c'est quoi? Très rapidement, on est samedi. Samedi, c'est ton bon jour. Il est 10h, 10h30. Quand les clients commencent à acheter, c'est là généralement que tu as les premières ventes. Et là, tu te rends compte que tu as 2 CBO pour l'exemple et tu en as une, elle est ROAS 3,5 et elle a fait des ventes. Ok? Admettons que cette CBO, elle soit à 500 $. Et bien, tu vas la passer à 1000 $. Une heure après, tu vas checker. Si elle est toujours rentable, tu vas la passer à 2000 $. L'heure d'après, tu vas la passer à 4000 $. En fait, toutes les heures, tu vas doubler le budget. Comme ça, tu vas scaler de manière très forte sur Meta. Tu vas donner en gros une indication à Meta. Vas-y, envoie du budget. Aujourd'hui, c'est ma journée, je vais tout prendre. Admettons que tu doubles le budget et que finalement, pendant l'heure, tu fasses un peu moins de ventes, ça redescend. Si ça redescend légèrement, ne touche pas. Si ça redescend fortement, là, tu peux repasser au palier inférieur. Si tu étais à 4000, tu passes à 2000. Mais si c'est vraiment une légère baisse, tu étais à 4000, tu laisses à 4000, tu ne touches pas. Et l'heure d'après, tu regardes. Et si l'heure d'après, finalement, ça va mieux, bon, ben là, tu passes à 8. Après 16, 32. Tu vois, à chaque fois, tu peux doubler. Et les gars, quand vous faites ça, en fait, même si vous scalez à 32 000 par jour, par exemple, Meta, il ne va pas dépenser 32 000. Peut-être qu'à la fin de la journée, il aura dépensé 7 000 $. Mais c'est que vous allez appuyer sur un bouton pour que ça envoie. Et l'exemple de mon pote, c'est ça. Moi, quand j'ai fait 120 000 par jour, c'est ce qui s'est passé. C'est que le mercredi, j'étais à 30 000, donc j'étais déjà à des hauts niveaux. Donc, je n'ai pas fait un x10 comme le mec qui passe de 500, 900 à 25 000. Mais si vous voulez, sur 2 jours, j'ai quadruplé le budget. C'est-à-dire que j'ai appuyé et j'ai doublé. J'ai monté une campagne, je crois, elle était à 60 000 $ par jour sur une CBO, vous voyez. Donc ça, c'est très important. Donc ça, je vous assure que si vous le faites, dans nos limites, on en a plein, on a partagé des résultats. Il y a vraiment eu des dingueries et surtout, ça vous pète des barrières mentales parce qu'il y a plein de mecs qui avaient peur en fait de scaler, qui disaient ouais, ça va tuer l'algo, ça va casser mon truc. Il y a un risque. Il y a un risque que tu commences à surf-scaler et que ça ne prenne pas. Bon, mais là, tu remets ton budget initial et c'est bon. Mais je vous assure, c'est une méthode de malade. Donc, appliquez-la. Disclaimer. Il faut faire attention aussi à votre trésorerie. Si vous surf-scalez le week-end que vous n'avez pas les payouts, il y a une gestion de trésorerie à avoir. Je ne vais pas aborder ce sujet parce qu'on n'aura pas le temps, mais faites attention à ça, à votre gestion de trésorerie. Aussi, fin de journée, généralement, ça commence à baisser au niveau des résultats. Donc, ce que je conseille, c'est qu'on a fait un très fort scaling comme ça. Admettons que votre campagne de base, elle était à 500 et que finalement, votre campagne, on va dire, elle est à 20 000. À partir de 19h, 20h, commencez à baisser légèrement les budgets. Donc là, x2, c'est-à-dire que vous êtes à 20, passez à 10, etc. Et il faut absolument que vous fassiez un reset sur le budget avant minuit. Parce que si vous attendez après minuit, Meta va enregistrer le dernier budget qui est sur la campagne et il va dire « Ok, je dois spend tout ça aujourd'hui ». Donc faites attention. Quel budget mettre? Si vous avez fait une journée exceptionnelle, vous regardez le total de dépenses. Si vous avez dépensé par exemple 8 000,
vous pouvez laisser 8000. Ça, c'est si vous êtes quelqu'un de plus agressif. Si vous êtes entre les deux, vous dites ok, ma campagne début de journée, elle était à 1000. Là, j'ai dépensé 8000. Vous pouvez dire je coupe la poire en deux. Et dans ce cas-là, vous allez mettre par exemple 4500. Vous allez attendre le lendemain et le lendemain, vous allez voir pareil, vers 10 h ou quoi, est-ce que c'est bon? Si ça part bien, ben là, vous redoublez à 9000 et si ça part mal, au pire, ben vous passez de 4005 à 2000, vous attendez que ça aille mieux et vous rescalez. Vous voyez, il y a une petite mécanique comme ça à avoir, mais ça dépend de votre profil, si vous êtes un profil agressif ou un profil un peu plus bon père de famille. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que moi, le soft scaling, c'est vraiment ce qui m'a permis sur Meta de faire vraiment des très gros jours et de franchir des paliers et encore une fois de prendre des parts de gâteau et de ne pas laisser la place aux concurrents. C'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et quand vous lancez justement un produit, une marque, qu'il y a plein de gens qui vous copient, quand vous avez cette méthode, c'est-à-dire que vous profitez d'un momentum et vous scalez de manière hyper agressive, vraiment ça va faire la diff. Je vous assure, ça va faire la diff. La suite, vous avez votre marque, votre produit, le bon angle, les bonnes pubs. Là, vous avez scalé, vous êtes bien. Le but, et ce qui nous différencie finalement d'un dropshipper de base ou quelqu'un qui n'a pas la vision long terme, ça va être l'écosystème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une marque, donc ça c'est très bien, vous avez un bon produit, mais c'est une vraie société, c'est une vraie entreprise. Et pour ça, il faut qu'il y ait tout un écosystème. Et aussi le sujet, c'est que c'est de plus en plus dur sur Meta, comme vous le savez. Et le but, c'est de limiter la dépendance à Meta et aussi de créer un écosystème où chaque personne qui va voir votre publicité, chaque personne qui va aller sur votre site et qui va laisser son mail ou ses coordonnées, vous allez pouvoir le suivre jusqu'à ce qu'il achète. Et pour ça, il faut créer un écosystème. Et créer un écosystème, ça se passe comment? C'est qu'on va dire que Meta, c'est votre principal canal d'acquisition. D'accord? Mais vous allez implémenter les mails. Au début, ça va être les flots de paniers abandonnés, les flots de personnes qui sont allées jusqu'au paiement et qui n'ont pas terminé leur paiement. Ensuite, ça va être de mettre des campagnes. Justement, vous allez envoyer 1 ou 2 mails par semaine. Ensuite, ça va être aussi d'aller sur Google. Ça, dès le départ, dès que votre testing il est validé, vous faites une campagne brand sur Google. C'est quoi une campagne brand? C'est tous les noms qui vont taper le nom de votre marque, de votre produit sur Google. Vous allez leur montrer un lien qui est sponsorisé sur Google et récupérer les ventes. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a plein de mecs, c'est un peu leur business, leur fonds de commerce. Ils vont voir toutes les marques un peu qui sont en train de pop et ils vont se placer sur votre nom. Donc ça, faites-le directement. Et ensuite, ça va être de se placer sur des mots-clés sur Google, d'aller sur du Google Shopping. Vous savez, Google Shopping, c'est les images que vous voyez quand vous tapez un produit avec directement un lien qui renvoie vers un produit. Et in fine, ça va être de faire du remarketing avec des plateformes comme Criteo. Criteo, c'est quoi? Criteo, c'est une plateforme publicitaire qui est implémentée sur des milliards de sites sur Internet et qui va suivre vos clients. Dès que votre client, en gros, il va aller sur votre site, en fait, Criteo, à travers des cookies et du tracking, il va lui montrer votre pub partout. Par exemple, sur des sites comme Eurosport, Elle, TF1, etc., etc. Vous savez, c'est les petites publicités qu'il y a sur le côté ou en bas, etc., des petites vignettes. Et en fait, ils vont montrer votre produit partout sur le bon coin, etc., etc. Et ça, c'est top parce que c'est facile à mettre en place et c'est très rentable. Ok ? Et aussi après, dans l'écosystème, ça va être d'aller sur Pinterest, sur Amazon, sur TikTok. Le but, vous voyez, c'est vraiment d'avoir quelque chose de global, d'avoir un vrai funnel. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui va cliquer sur votre pub sur Meta, parce que Meta, ce sera toujours votre cheval de course, derrière, elle est rentrée dans l'écosystème. Et en fait, à travers Klaviyo, Google, Criteo, peut-être Amazon, Pinterest, vous allez convertir cette personne en achat et en client. Ok, très très important. Donc là, de manière rapide et concise, encore une fois, je vais vous expliquer quand j'estime qu'il faut implémenter ces mecs. Donc en gros, vous avez testé, c'est validé. Là, vous faites 1-2 cas day. Directement, vous mettez en place des flows de mails, voire des flows de SMS, mais en priorité les flows de mail, flows de panier abandonné, ok, flow de welcome, c'est-à-dire la personne qui a acheté, vous lui faites tout un flow où vous pouvez lui présenter d'autres produits complémentaires. Des flows d'abandon, de checkout, etc., etc. Ça, vous le mettez direct dès que le testing est validé. Vous faites aussi une campagne branding, comme je vous ai dit, avec votre nom sur Google. Ensuite, quand vous êtes à 4-5 a day, donc là, vous avez scalé, vous êtes pas mal, embauchez un freelance ou une agence pour vous faire des campagnes email marketing. Vous faites 2 campagnes par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gars, si vous êtes sur un produit recurring, à chaque fois, vous allez rentrer dans la tête des gens. Ils vont recevoir un mail avec une promo, ok, j'achète. Et même les gars, si vous êtes sur un produit qui n'est pas recurring, vous pouvez avoir des très beaux résultats en campagne email. Il y en a plein qui pensent que les mails c'est mort,
que ça ne fonctionne pas autant, mais les mails, c'est énorme. Moi, sur la plupart des marques que j'ai, on est au-delà de 20% du chiffre d'affaires par mail grâce au flow et grâce aux campagnes. Très important. À ce moment-là aussi, vous pouvez lancer du Google Shopping. Au début, vous avez juste une branding. Là, vous lancez Google Shopping et des mots-clés. Pareil, si vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez prendre une agence ou un freelance. Nous, on a un contact qu'on partage avec qui on travaille sur toutes nos marques qui s'occupe de ça parce que Google, si vous ne maîtrisez pas, c'est un peu relou. Si vous ne voulez pas vous former ou quoi, que vous raisonnez directement en business owner, vous dites « Ok, moi je vais déléguer, prenez quelqu'un ». Parce que Google, après, vous avez des ROAS énormes, surtout quand vous dépensez beaucoup sur Facebook. Quand vous êtes à Decadey, mettez en place des campagnes remarketing. Moi, j'aime bien Criteo parce que c'est simple, rapide. Pareil, on a un contact si jamais vous voulez utiliser Criteo. Et après, une fois que vraiment vous êtes établi, ça fait à peu près 2 mois que vous avez stabilisé à 15K day, par exemple. Vous faites du 400, 500 000 dollars par jour. Là, allez sur Amazon et Pinterest. Pinterest, vous pouvez y aller avant si vous voulez. Mais Amazon, les gars, quand vous êtes sur ces chiffres-là, je vous jure, vous mettez sur Amazon, en 10, 15 jours maximum, vous faites 3 000 par jour. Et Amazon, ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur des produits à très forte marge, mais vous avez une marge très importante. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les coûts publicitaires de Meta. Et ça, c'est vraiment top. Donc, quand vous êtes une marque établie, vous allez sur Amazon et c'est vraiment banger. Donc en gros, ça c'est des étapes que je présente. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment pour vous donner une ligne directrice, pour vous donner des paliers psychologiques et des paliers de chiffres. 1K, 2K, vous faites email, SMS, flow Google. 4, 5K, campagne Google Shopping. 10K, du remarketing. Et à 15K, vous créez un écosystème avec d'autres canaux. Amazon, Pinterest, TikTok, Applovin. Il y a plein de canaux différents. Et là, en fait, vous êtes partout. Et en plus, ça rassure le client de vous voir partout. Parce que quand vous êtes que sur Meta, il se dit « Ok, très bien. » Mais quand vous êtes partout et c'est top. Créer une marque, les gars, et avoir une vision long terme, c'est créer un vrai business. Et pour créer un vrai business, à un moment donné, il faut embaucher et créer des équipes. Donc moi, c'est créer des équipes, créer des systèmes, parce qu'on peut créer des systèmes aussi avec l'IA. Mais là, je vais vous expliquer très rapidement ma vision sur ça. Et bien évidemment, le but à un moment donné, c'est de vous, en tant que owner et fondateur, de prendre du recul, de mettre en place des équipes pour avoir plus de temps, pour être focalisé sur la partie stratégie développement et aussi pour être concentré sur d'autres business. Donc, quand embaucher? Perso, je pense qu'il faut commencer à embaucher quand vraiment tu as stabilisé à 10K day. Alors, embaucher une personne au SAV, ça tu le fais de suite. Trouver très rapidement un static editor ou un vidéo editor sur Upwork, Fiverr, etc. Ça, tu le fais bien évidemment avant parce que tu ne peux pas être au four au moulin. Mais là, on parle par exemple d'embaucher un créatif stratégiste, potentiellement embaucher des personnes pour gérer d'autres canal d'acquisition, par exemple, pour aller contacter plein d'influenceurs et vraiment prendre un pôle influence pour aller développer ça. Je pense qu'avant 10K day, surtout quand c'est votre premier shop, l'idée c'est quand même que vous puissiez maîtriser tous les aspects de votre business, que vous ayez la vision, parce que le jour où vous allez déléguer, ça c'est très important les gars. En tout cas, c'est ce que je pense sur les basiques et les fondamentaux de votre business, et ça marche pour tous les business. Il faut que vous sachiez faire pour déléguer. Parce que le problème c'est que quand vous ne savez pas faire, en fait, vous allez déléguer des choses, mais la personne en face peut vous raconter X ou Y, vous ne savez pas si c'est vrai. Et vraiment, sur ce business-là, le truc, c'est que vous pouvez tout faire à un moment donné. Donc, moi, je suis plus partisan de dire, OK, apprenez à faire chaque étape, cassez-vous les dents, apprenez des erreurs, emmagasinez de l'expérience jusqu'à 10K day. Et une fois que vous avez stabilisé, là, prenez un créastrat, etc. Bien évidemment, quand vous êtes avancé, vous le faites avant. Moi, aujourd'hui, je lance et même à 2K day, je plug une équipe, mais on est à un autre niveau. Mais par exemple, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, à 5-6K, je vais embaucher. » Tu peux très bien, je te donne encore une fois ma vision. Moi, je sais que je suis monté très haut à un moment donné avant d'embaucher parce que je voulais vraiment tout faire tout seul pour tout maîtriser et que le jour où j'implémentais des équipes, j'ai la vision globale. Mais en gros, c'est ça. Donc, ce que je vous présente là, ce n'est pas une science exacte, mais c'est ma vision pour vous donner un peu des steps, des limites, etc. Pour moi, la team 1, c'est entre 2 et 10K day. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs jusqu'à 10K day, comme je vous ai dit, ils vont vouloir tout faire comme moi. Il y en a à 2K day, ils vont vouloir embaucher et directement déléguer. C'est propre à vous. En fait, là, je parle dans l'idée où c'est votre première boutique. Moi, aujourd'hui, à 2K day, je plug tout le monde, bien évidemment, et même avant. Parce que j'ai les équipes et c'est plus moi qui fais tout. Mais il y a des gens, même des débutants, qui vont vouloir vite implémenter une équipe, mais parce qu'ils ont une vision aussi managériale de mettre en place des personnes sur chaque pôle, mais c'est un peu la range. Donc, recruter un static editor et un vidéo editor. Comment? Vous allez sur Upwork, vous allez sur Fiverr, vous postez une annonce, par exemple quelque chose comme ça. Je cherche un graphic designer, etc. pour avoir
des personnes qui parlent anglais et qui travaillent bien. Vous avez les Philippins et les Philippines qui sont très bien. Et là, il y a un site onlinejobs.ph qui est très intéressant. C'est une plateforme de freelance aux Philippines sur laquelle vous pouvez aussi trouver des personnes. Mais sinon, Upwork fait très bien le taf. La team numéro 2, encore une fois, entre 20 et 100 K day, ça dépend, ça peut être à 10 K day. Il y en a qui vont vouloir le mettre plus tôt. L'idée, c'est quoi? C'est votre pôle principal. C'est votre principale force d'acquisition, les créatives. Donc, vous avez besoin d'avoir des gens compétents. Et pour ça, il faut recruter à un moment donné un créatif stratégiste. Même si aujourd'hui, de plus en plus avec l'IA, il y a des systèmes pour potentiellement s'en dispenser. Et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans nos limites, je rentre vraiment en détail. Parce que nous aussi, aujourd'hui, sur l'une des marques, on a arrêté de travailler avec notre créatif stratégiste et j'ai formé en interne une personne avec tous nos process IA, tous les logiciels, les SaaS avec lesquels on travaille, justement pour générer des scripts pour les statiques, pour générer des scripts complets, adaptés à notre avatar, pour répondre aux croyances de nos clients et par rapport à notre produit directement avec ChatGPT. Et en fait, on a tout un système où ça me permet d'économiser 5 000 $ par mois pour un créatif stratégiste. Et j'ai vraiment une équipe qui a un système qui est très bien conçu, où j'ai une personne qui s'occupe de ça, qui l'envoie au static editor, au vidéo editor et ça nous permet d'envoyer beaucoup de créa et beaucoup de volume. Donc un créatif stratégiste. Là, l'idée c'est de prendre un A-player, donc c'est une personne très qualifiée. Comment vous allez faire ça? Encore une fois, sur Upwork c'est très bien, ou sinon là vous allez devoir passer par du réseau, donc vous allez potentiellement poster une annonce sur Twitter ou bien sur LinkedIn ou bien travailler avec des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête qui sont spécialisés en e-commerce pour aller trouver des profils qui sont intéressants. Et ça, c'est l'un des profils les plus importants parce que ça va être la base en fait de votre business parce que c'est les publicités. C'est un peu comme dans des boîtes traditionnelles où ok, il y avait la communication, mais il y avait des sales, des commerciaux, etc. Mais nous, nos commerciaux, c'est nos publicités sur les réseaux sociaux. Et qui c'est qui gère ça? Qui c'est qui a l'idée, la stratégie de base? C'est cette personne-là. Donc ça, très important. Upwork fait le taf, sinon vous demandez à droite à gauche ou bien par des cabinets de recrutement spécialisés. La next step, là, c'est quand vraiment ça fait 6 mois, 1 an que vous avez une marque qui tourne, vous êtes à un certain niveau, vous avez stabilisé, vous avez potentiellement du MRR, etc. Ça va être d'embaucher soit un bras droit, comme une espèce de directeur, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui un COO, un chef qui s'occupe de toute la partie opérationnelle. Okay, ça va dépendre de la taille de votre société, de la taille de votre marque, de vos structures, etc. Mais le but in fine, ça va être de mettre une personne que vous allez former, vous allez lui donner les clés du camion et il va s'occuper de tout. Et vous aurez juste 1 ou 2 points par semaine pour faire le point sur les avancements, les sujets principaux, les projets que vous faites en parallèle sur votre marque. Et comme ça, ça vous dégage du temps et ça vous permet de faire d'autres projets. Ça peut être de lancer d'autres marques. Ça peut être d'aller dans d'autres activités, ça peut être de faire des vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment ça le but. Et ce qui est ouf dans ce business, et comme vous le savez, moi j'ai bossé dans beaucoup de business différents, mais très souvent j'étais prisonnier du fait d'être obligé d'être présent dans un business, d'aller sur les chantiers ou d'aller au bureau ou d'aller ouvrir telle boutique, etc. Et dans ce business, ce qui est bien, c'est que c'est très facile de déléguer. Il suffit juste d'être rigoureux, de mettre en place des systèmes, des bonnes équipes et ça peut vous permettre de dégager du temps et d'aller faire d'autres business et de continuer à développer en fait votre business et votre network. Okay? Donc pour récapituler tout ce qu'on a dit, comment créer une marque à 1 million $ de chiffre d'affaires par mois? Il faut un bon produit, une bonne offre, une bonne créa. Ce que je vous ai montré au tout début. Comment le trouver? Avec Traintrack, avec ChatGPT. Ensuite, vous faites un beau site, tout un beau packaging avec vraiment les principales qualités d'un site au niveau CRO, sur les images produits, sur les bullet points, sur les différentes sections, quelque chose de qualitatif, une bonne offre parce que c'est comme ça que vous allez scaler. Une bonne créa, j'ai mis des bonnes créas pour pouvoir scaler très rapidement, le testing, le scaling, le source scaling les gars, très important. Il y a des mecs qui font des singeries vraiment avec ça. Moi, je vous conseille de le faire. Il faut bien entendu avoir une gestion de trésorerie mais hyper puissant comme technique. Un bon système et ou des bonnes équipes. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je vous dis de plus en plus on intègre et on implémente l'IA dans nos business. Donc on va commencer à travailler avec moins d'humains et avec plus d'IA et juste avec des personnes qui vont manager ces pôles. Très important. Être multicanaux dès qu'on arrive à scaler et à stabiliser. Donc être partout sur les mails, les campagnes, Google, Pinterest, Amazon, du remarketing avec Criteo, vraiment très important. Et après, le but, ça va être d'augmenter la LTV. La LTV, c'est quoi? C'est la durée de vie d'un client. Combien le client va dépenser chez vous. Donc ça va se faire avec l'écosystème
que je vous ai montré très rapidement dans nos limites. Je montre tout en détail comment j'ai bâti et comment on bâtit aujourd'hui des écosystèmes sur chaque marque. Le mail, l'offre et créer du MRR. Créer du MRR, c'est des revenus récurrents. Donc si vous êtes dans une niche comme la cosmétique ou les compléments, mais si votre produit est bon, les gens vont recommander et ça va se faire automatiquement, vous allez pouvoir mettre en place des abonnements et ça, c'est hyper puissant. Ceux qui sont sur des business où les gens recommandent, c'est ceux qui dorment le mieux, c'est vraiment le top. Et si par contre, vous êtes sur des produits qui ne sont pas des produits à recurring à la base, là, il va falloir un peu gamberger, se remuer les méninges et trouver des astuces pour vendre potentiellement des infoproduits de qualité pour que les gens recommandent. Vous allez potentiellement pouvoir plugger des SaaS ou des applications. Enfin, à un moment donné, il va falloir réfléchir un peu out of the box et pas juste en mode e-com. Essayer de trouver des solutions pour faire du MRR. Et là, les gars, si vous appliquez tout ça, là, ça a été assez condensé et assez synthétique. Mais si vous appliquez cette méthode, vous voyez, il n'y a rien d'incroyable. C'est travailler intelligemment, charbonner. Mais je vous assure que si vous trouvez un produit qui a les bonnes caractéristiques, si vous appliquez ça et que vous arrivez à taper ces niveaux de revenus, à implémenter des systèmes, des équipes, à créer du MRR, je vous assure, les 1 million par mois, ils sont largement faisables. Voilà les gars, vous avez vu un peu de manière synthétique et condensée un peu comment je fais aujourd'hui pour trouver des produits et créer des marques. Mais ce que vous avez dû sûrement voir, c'est la différence entre ceux qui stagnent ou qui font des coups rapides et ceux qui créent des marques. Encore une fois, c'est dans la tête les gars. C'est vraiment le mindset, la vision et la discipline. Parce que bien entendu qu'à un moment donné, les méthodes se ressemblent toutes, plus ou moins. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est que vous allez accrocher par exemple avec moi ou avec un autre mec et vous allez vous dire putain mais ce mec là en fait il me rentre dans la tête et il me fait ouvrir les yeux. Et en fait après quand vous réfléchissez vous vous dites ah mais je pensais comme ça mais en fait je me trompe. Donc vraiment il y a un gros sujet qui est le sujet du mindset que vous devez avoir. Et si vous voulez créer une marque, oui, il faut et on veut être rentable rapidement, mais il faut avoir la vision à 6 mois, la vision à 12 mois, voire la vision à 18 mois dès que vous commencez, dès que vous êtes en train de chercher votre produit, de sélectionner votre niche, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Et comme j'aime le dire, au début, ta motivation, ça peut être la peur, ça peut être un changement de vie, c'est propre à chacun. Mais je pense que la motivation, c'est vraiment le plus gros moteur au démarrage. Et après, dans un second temps, quand tu veux stabiliser, bien entendu, ça va être la discipline, etc. Parce que si tu n'as pas de discipline et si tu n'as pas de rigueur dans le business, tu ne vas pas y arriver. Mais au début, c'est les mecs qui vont être le plus matrixés, qui vont avoir le plus la dalle, qui vont tout casser. Et ça, c'est réel. Et souvent, moi, je dis à des jeunes ou des mecs vraiment qui veulent se lancer, je dis, mais mec, là, il va falloir que tu te matrixes pendant 12 mois. Pendant 12 mois, pendant 1 an, il faut que tu sois complètement matrixé, complètement obsédé si tu veux réussir. Parce qu'en fait, c'est un jeu où il y a finalement beaucoup de monde qui vont lancer des choses similaires. Et en fait, ceux qui vont péter, c'est ceux qui travaillent le plus intelligent, le plus durement et ceux qui travaillent le plus. Parce qu'en fait, c'est comme dans tout, c'est comme dans le sport si vous voulez. Par exemple, si on fait un parallèle avec la musculation, c'est quoi? C'est vous allez aller jusqu'à l'échec pour prendre du muscle. Et bien dans le business, c'est pareil. Il faut que vous vous cassiez la gueule, il faut que vous testiez, il faut que vous fassiez des erreurs pour dire « Ok, ça marche, ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, je ne le refais plus. » Et c'est vraiment ça. Et ça, les gars, si vous n'êtes pas obsédé, si vous n'êtes pas obstiné, ça va être compliqué parce qu'au début, il y a de la grande frustration. Alors oui, il y a des mecs en 1 mois, peut-être 2-3 mois, ils arrivent à taper des très gros scores. C'est vrai. Mais la plupart galèrent. Et si vous n'arrivez pas à gérer cette frustration, vous n'allez pas y arriver, vraiment. Et c'est pour ça que je dis aussi que si vous pouvez, quand vous avez cette ambition-là, là je parle d'une ambition de changer de vie, je parle d'une ambition de faire des très très gros chiffres. Si votre ambition c'est de faire 5K, 8K par mois, il y a d'autres solutions qui sont un peu plus tranquilles, comme sur du Google ou des agences où vous pouvez gagner de l'argent en ligne plus tranquille. Mais si vous voulez aller péter des millions, les gars, moi ce que je conseille c'est de lock-in. Alors, bien entendu, quand tu as 20 ans, tu n'as pas de copine, tu es chez tes parents, tu pars en Malaisie, tu peux aller lock-in, mais c'est très bien. Tu dis ok, je lock-in, pendant 1 an, je tryhard, je vais envoyer et je ne sors pas de ma chambre tant que je n'ai pas un truc à péter, tant que je ne fais pas 30K day. Ok? Alors il y en a, ils vont dire oui, tu es en train de nous faire le mec mindset et tout, si vous voulez, mais moi ça me parle ça. Et à l'époque, je regardais des vidéos comme ça et ça me parlait. Et c'est vraiment un sujet pour moi où ceux qui ont cette force mentale, ils arrivent à tout casser. Ok? Alors si tu es plus vieux comme moi, c'était compliqué parce que moi quand j'ai commencé, j'avais mes business, j'avais ma vie de famille et c'était compliqué. Mais c'est pareil les gars, là pour le coup, c'est se donner
et se créer une violence en fait de se dire ok, j'ai mes choses à faire, je ne dois pas mettre ma vie de côté, mais je dois faire des sacrifices. Peut-être moins de sorties, moins de restos, la famille vraiment sur les éléments importants, tu leur expliques que tu as un projet, etc. Je ne dis pas de se cloîtrer et s'isoler totalement, mais il faut faire des choix, c'est de se dire ok, je vais sacrifier un an, peut-être qu'au lieu de partir 2 fois en vacances, si tu avais l'habitude de partir 2 fois en vacances, tu vas partir qu'une fois et peut-être un peu moins longtemps. Le matin, tu vas te lever plus tôt, tu vas bosser, le soir, tu vas bosser plus tôt. Alors, moi, je suis partisan de lock-in, etc., mais de quand même profiter parce que bon, si vous êtes 100% ou quoi, il faut quand même prendre des moments de répit. Chacun évacue et profite comme il veut. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je tiens à le signer. Mais je pense que c'est important. Mais par contre, si tu n'es pas déter, si tu n'es pas matrixé, tu n'y arriveras pas. Moi, j'en ai parlé à des potes à moi, les gars, qui avaient mon âge et ma situation, c'est-à-dire déjà un boulot, potentiellement on couple des enfants. Mais le problème, c'est que quand on est à ce stade de notre vie, il y a d'autres problématiques qu'on n'a pas quand on a 20 ans. Ça, c'est évident. Mais par contre, moi, j'étais dans ces problématiques-là, mais j'étais tellement obsédé par réussir, je me suis dit, il n'y a qu'un plan, il n'y a pas de plan B, c'est je brûle le bateau, je vais tout arrêter, il faut absolument que je performe, c'est obligatoire et c'est comme ça que j'ai réussi. Je vous assure que j'ai pris des formations, j'ai pris des coachings et ça m'a apporté. Pour le coup, moi, tout m'a apporté. J'ai vu du contenu sur YouTube, ça m'a apporté. Mais ce qui a fait la différence à la fin, c'est mon état d'esprit. Et le fait qu'avec ces 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, je savais prendre des décisions. C'est-à-dire que moi, je coupe très rapidement ce qui ne me va pas. Vous voyez, par exemple, des fois, vous êtes dans des relations avec des freelances, des agences ou potentiellement des associés. Et je ne sais pas, vous savez, il y a un doute. Mais les gars, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Okay, quand il y a un doute, il ne faut pas y aller. Si tu ne le sens pas, n'y va pas. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, tu as plus à perdre à forcer sur quelque chose que tu n'as pas senti de base que sur quelque chose finalement où c'est fluide, etc. et tu le fais, tu vois. Donc ça, c'est pareil, c'est l'état d'esprit, prendre des décisions et bien évidemment avoir les skills. Et je vous assure que pour schématiser les choses simplement, la différence entre un dropshipper de base et quelqu'un qui a une marque, c'est vraiment ça. État d'esprit, vision, discipline et travailler intelligemment. C'est vraiment ça les gars. Alors comment prendre des décisions rapides? Mais ça les gars, c'est qu'à un moment donné, si vous avez l'esprit trop analytique, il faut se forcer à prendre des décisions parce que vous savez, il y a des mecs qui vont réfléchir pendant une semaine, mais il y en a d'autres finalement, ils vont prendre la décision en 24 heures. Mais si le mec au bout de 24 heures il s'est trompé, eh bien, au bout de 48 heures, s'il est vif, il va pivoter. Et il peut pivoter 2 fois. Et ça veut dire qu'en fait le gars il a pris une décision en 24 heures, il pivote au bout de 48, finalement c'est toujours pas bon, il repivote au bout de 72 heures et le 4e jour il a trouvé. Pendant que toi tu réfléchis pendant une semaine, lui en fait il a déjà testé 3 méthodes et il en a sélectionné une qui fonctionne. Vous voyez? Et pourtant, il s'était trompé. Donc, il y a toujours un calcul à faire de risk-reward, mais le fait de prendre des décisions, c'est hyper important. Et par exemple, vaut mieux prendre une mauvaise décision que pas prendre de décision du tout. Et ça, il faut que vous vous rappeliez. Et le truc en plus, c'est que dans ce business, en réalité, le risque, il est beaucoup plus faible que dans d'autres business. Je veux dire, vous lancez une boutique, dans la vie réelle, si vous lancez une boutique dans un centre-ville, il faut aller voir des agents immobiliers, il faut prendre un bail, il faut s'engager potentiellement, il faut faire un prêt à la banque sur lequel vous serez caution personnelle. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, ils vont venir vous chercher en direct parce que vous devez acheter le pas de porte. Vous voyez, le risque, il est beaucoup plus important. Là, on est en ligne, tout est beaucoup plus simple. Donc les gars, arrêtez d'être bloqués, d'être frisés comme ça, prenez des décisions et je vous jure que même si vous allez faire des erreurs, si vous êtes smart, vous allez apprendre et ça, c'est un putain de facteur qui va faire la différence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous savez, il y a des mecs qui sont là, ils sont à 10K day, ils prennent 30% de marge, donc ils prennent 3000 euros ou dollars de profit par jour. Ils se disent, ouais, mais dès que j'ai cette scale, ça baisse. Ouais, mais mec, est-ce que tu préfères faire 10 000 euros par jour et faire 3 000 de profit ou faire 50 000 euros par jour, par exemple à 20% et prendre 10 000 euros de profit? Oui, ta marge en pourcentage a baissé, mais ton net profit, il a augmenté. Ok? Donc, à un moment donné, ça c'est pareil. Quand vous allez scaler, la marge elle va forcément baisser. Mais là, encore une fois, si vous avez la vision, les gars, c'est à vous de réfléchir et de se dire, ok, comment je vais faire pour augmenter la LTV? Si c'est un problème d'AOV, parce que les coûts publicitaires ont augmenté, c'est ajouter des upsells, ajouter un funnel après l'achat, ouvrir d'autres canaux. Ça, je l'explique dans le school, comment créer tout un écosystème quand vous arrivez à ces chiffres-là. Il y a des plateformes de remarketing qui permettent de recibler les gens, etc. En fait, il faut toujours que vous ayez cette vision. Ok, je suis sur Shopify, ok, je suis sur Facebook, vas-y, je vais ouvrir TikTok, je vais aller sur Amazon. Enfin, il y a 1 milliard de choses. Vous pouvez créer des produits récurrents aussi, même sur des niches à la base
qui ne le sent pas. Donc tout ça, c'est toute une réflexion à avoir. Et en fait, c'est encore une fois là la différence. C'est-à-dire que si de base, vous avez une vision de créer vraiment quelque chose de pérenne et de long terme, mais ces idées, vous allez les avoir. Par contre, si vous êtes en mode je m'en fous, moi je teste des produits, etc., mais forcément, vous n'allez pas avoir cette acuité intellectuelle de vous dire ok, comment je build, comment je fais pour créer quelque chose autour de ce produit de base. Et c'est pour ça que les gars, je vous dis que tout est lié. Votre vision de base, votre mindset de te dire ok, je vais exécuter vite et au pire je vais pivoter, et tout ça c'est lié. Pourquoi? Parce que quand vous allez scaler, quand votre marge elle va baisser et que vous allez être frustré, que ça va vous saouler, le fait d'avoir eu cette vision à la base, de se dire ok, je raisonne long terme, avec ce produit je peux créer une marque, le fait d'avoir cet état d'esprit de dire moi je vais scaler et au pire je vais pivoter et je vais créer des funnels différents, je vais aller sur d'autres canaux, et bien in fine quand vous serez à ce moment-là, et bien ça va faire la différence. Parce qu'en fait vous allez avoir des idées, vous allez avoir une acuité intellectuelle de vous dire ok, comment je fais pour continuer à build, pour augmenter la LTV, pour augmenter l'AOV. Et en fait, vu qu'à la base vous avez travaillé et réfléchi comme ça, et bien 1 an, 2 ans plus tard, vous êtes toujours dans cet état d'esprit, vous avez toujours cette vision. Et en fait, comme ça, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez créer des nouvelles choses. Vous allez potentiellement créer un produit recurring sur un produit à la base qui ne pouvait pas générer de revenus récurrents, vous voyez. Et en fait, tout est lié. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, tout est lié. C'est que ton état d'esprit, ta vision et le fait de créer tout un écosystème comme ça, c'est lié in fine à ta prise de décision. Et c'est ça qui va faire la différence entre un mec qui va abandonner, qui va dire « mon shop il est mort » et celui qui va forcer et qui va aller péter des plafonds. Parce que vous le voyez les gars, il n'y a rien qui est mort. Souvent, c'est une question de marketing et de celui qui a mis le plus d'envie, le plus de force dans ce projet. Alors bien évidemment, il y a des momentum dans les produits, etc. On le sait très bien. Mais in fine, c'est les gens qui sont là, qui forcent, qui charbonnent, qui vont faire la différence sur un projet. Et pour étayer mon propos, vous savez, dans l'écosystème startup, je ne suis pas fan de cet écosystème, mais c'est juste pour vous faire un parallèle. Les mecs, quand ils vont faire des levées de fonds, les VC, etc., souvent, les projets sur le papier sont bien, ambitieux, etc. Mais les mecs, quand ils mettent des millions, très souvent, ils ne mettent pas pour le business plan ou le projet. Ils mettent parce qu'en face d'eux, ils ont des owners, ils ont des fondateurs qui sont hyper motivés, qui ont la dalle. Et en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est l'équipe. Très souvent, in fine, c'est une histoire d'humain. Et si vous avez la dalle, si vous êtes motivé, ça fera toujours la différence. Et si vraiment je devrais donner un conseil à un mec qui me dit « ouais, moi j'ai envie de péter 1 M par mois », donner une feuille de route, en fait, je te dirais lock-in, apprends, donc forme-toi à travers YouTube comme sur des vidéos comme ça, prends une formation, rentre dans une communauté, forme-toi, il faut que tu aies les skills, il faut avoir les fondations, il faut que tu aies la dalle. C'est-à-dire qu'au début, je vous ai dit, il faut que tu sois motivé, il faut que tu trouves un objectif, il est propre à toi, mais il faut que tu aies la dalle de te dire pendant 1 an, je lock-in. Ensuite, il faut que tu ailles vite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la base, que tu as la dalle, là tu vas vite. Vaut mieux faire des erreurs que mettre 10 ans à faire des choses. Tu testes, tu appliques. Et par contre, quand ça prend les gars, là il faut scaler. Il faut scaler très très fort. C'est hyper important d'être rapide et d'être réactif. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, il y a d'autres mecs qui ont la dalle. Et si toi tu n'appuies pas, il y a un autre mec qui va appuyer. Ok? Donc lock-in, obsession, exécution, scaling. Et une fois que tu as fait ça, tu appliques ce que je t'ai montré à la fin de la vidéo sur le fait de build une équipe, etc. et de pouvoir créer toute une team qui peut t'amener à 1 M par mois. Mais au début, il faut que tu sois déter. Et moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit dans mes business et aussi dans mes business IRL dans le passé et même aujourd'hui en e-commerce. Je sais que le fait de bien m'entourer et d'avoir du réseau, ça a fait la différence, notamment quand je cherchais des informations, quand j'ai eu des problèmes. Et c'est pour ça qu'avec Alex, on a créé une communauté No Limit. En fait, on a voulu partager un peu tous nos insights pour aider le max de mecs à aller plus vite. On a partagé tous nos systèmes. Vous voyez ce que je vous ai montré dans la vidéo tout à l'heure, mais dans le school, No Limit, on rentre vraiment dans le détail. On vous montre de manière précise tous les prompts, tout ce qu'on fait. Aussi dans nos limites, le gros avantage, c'est que Alex et moi, on répond, ce n'est pas des coachs ou des VA. Vous avez directement accès à nous. Ceux qui prennent l'abonnement de 1 an, ils ont droit à des calls, etc. Et en fait, le but à un moment donné, c'est que moi, j'ai beaucoup partagé sur les réseaux dernièrement. Je montrais un peu mon ascension et je partageais mes tips parce que encore une fois, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais directement sur YouTube en vous parlant comme ça et en vous montrant un peu ce qu'on fait. Mais le but, c'est vraiment
de créer une communauté parce que moi, c'est ce qui a fait la différence, je sais, dans mon ascension. Je suis allé sur Twitter notamment et j'ai parlé avec pas mal de mecs, mais le fait d'avoir connecté directement avec des mecs à travers des communautés, à travers des formations, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Alex et moi, à la base, on est français et belges, mais on fait partie de cette communauté francophone qui a réussi aux US et c'est pour ça qu'on veut ouvrir l'esprit de dire « Ok, tu as ta marque en France, tu peux aller aux US. Ok, tu as testé en France, tu peux aller aux US. » Et en fait, on partage tout, vraiment tous nos systèmes, toute notre sauce. Et vous pourrez aller voir, on a pas mal de résultats, on a pété des barrières à des mecs et moi c'est vraiment ce que je voulais, c'est que ok, le mindset et tout c'est bien, moi j'adore, vous voyez comment je parle, vous voyez que je vis et que je parle vrai, mais le mindset c'est bien et c'est ce qu'on partage avec nos limites, mais aussi le fait d'avoir directement des systèmes qui fonctionnent pour des mecs qui chiffrent, c'est hyper important, comme ça vous ne perdez pas de temps et ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de faire 3-4 fois une erreur et après de trouver la bonne solution, et bien quand vous êtes là-dedans, vous faites une erreur voire 2 maximum et après ça pète. Voilà, maintenant tu as la méthode complète pour créer une marque qui peut générer $1 million par mois. Je t'ai expliqué un peu la différence entre un projet court terme et un projet long terme, l'état d'esprit qu'il faut avoir, la vision qu'il faut avoir et comment il faut appliquer. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le school. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de blabla, ce n'est pas du bullshit. On rentre vraiment dans le détail. On te donne l'état d'esprit, la niaque, la rage qu'il faut avoir pour bâtir des marques et des business comme ça. On te montre tous nos systèmes. On partage aussi tous les contacts qu'on a. Tout à l'heure, je parlais de contacts. On partage tous les contacts qu'on a par rapport à Meta, les agences avec qui on bosse. Le but, c'est que les mecs qui rentrent et que si toi, demain, tu rentres, tu appliques et que très rapidement, tu atteignes tes objectifs et même plus. C'est pour ça qu'on l'appelait nos limites. C'est de dire les gars, il n'y a pas de limite. Vous créez un truc, vous allez aux US, vous cassez tout, vous braquez, il n'y a pas de limite. Donc si tu as la dalle, si tu es prêt à charbonner et si cette vidéo t'a plu, que ce soit au niveau de l'état d'esprit ou des méthodes que je t'ai montrées dans la partie 2, le lien est dans la description et on t'attend de l'autre côté.